20e anniversaire de l'UEMOA à Ouagadougou. Les chefs d'État de l'Union satisfaits des actions menées, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Les temps forts du sommet de l'UEMOA à Ouagadougou dans quelques instants. Présidentielle 2015, le PNCS et le Conseil constitutionnel préparent des élections apaisées. Alors, une rencontre pour poser les jalons de l'organisation d'élections sans violence en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara est rentré hier soir. Le chef de l'État était à Ouagadougou où il a pris part au 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était l'occasion pour les chefs d'État de l'Union de tracer de nouveaux sillons. On fait le point avec Awa Touré. L'UEMOA a 20 ans au service de l'intégration et du développement de l'espace ouest-africain. Pour marquer cet événement, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés à Ouagadougou pour apprécier le chemin parcouru et explorer les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest et surtout faire une projection sur l'avenir afin de relever de nouveaux défis à travers le programme économique régional 2012-2016 et le plan stratégique 2011-2020. Le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président du Conseil des ministres, Gilles Bayé, ont dans leur intervention salué les acquis de l'Union 20 ans après, notamment la stabilité du franc CFA et le taux de croissance de la zone UEMOA qui est de 6% et même 10% dans certains pays, avant d'appeler à la consolidation de ces acquis à travers l'application des réformes communautaires. Le président du FASO, Blaise Compaoré, a pour sa part indiqué que 20 ans représentent l'âge de la maturité pour l'Union. Aussi, voudrais-je saluer la pertinence du thème de cette commémoration qui interroge sur les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest après 20 ans d'existence de l'UEMOA. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, l'UEMOA est une organisation exemplaire à l'échelle continentale au regard des résultats acquis. Elle est une référence de par la qualité et l'efficacité de ses différents organes qui ont permis aux pays membres d'amortir les chocs exogènes, dont principalement la crise internationale qui frappe le monde depuis près de 8 ans. À l'orée de sa 3e décennie, il faut, selon le président de la conférence des chefs d'État, président du Bénin, Thomas Yahi Boni, donner une nouvelle impulsion à l'UEMOA, faire de lance de la politique d'intégration. Je mettrai un accent particulier sur la revue de la mise en œuvre des réformes, la réalisation du pacte de stabilité et de solidarité, et pour assurer l'application effective des tests communautaires et l'exécution efficace des programmes, des projets et des réformes de notre Union. À cet égard, je voudrais me proposer, et je suis sûr que vous en avez convenance, chers chefs d'État et de gouvernement, de réunir les premiers ministres des États membres de l'Union pour donner une impulsion politique au mécanisme de cette revue. Par une déclaration lue par le président en exercice, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a apporté son soutien et sa compassion à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone, des pays frères touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. La conférence a offert $1 500 000, environ 750 millions de francs CFA à ces pays. La Côte d'Ivoire relance son salon de l'agriculture après 15 ans de suspension sous le thème « Promotion de l'investissement agricole ». Cérémonie de lancement officielle en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a indiqué que l'édition 2015 arrive à point nommé. Noël Nyagno pour plus de détails. Date de la tenue de ce salon du 3 au 12 avril 2015. D'ici à là, le SARAS, Salon international de l'agriculture version 2015, va se donner les moyens d'être la vitrine de la nouvelle agriculture ivoirienne dans toutes ses dimensions, en ressources végétales, animales et forestières. Pour ce comeback, 16 ans après la deuxième édition de 1999, SARA 2015 va revêtir de nouveaux habits. Par son organisation, le SARA 2015 sera une illustration concrète
du partenariat public-privé. La deuxième spécificité du Sahara 2015 réside dans le contenu même de l'événement, qui s'articule autour d'activités d'ordre promotionnel, scientifique, commercial et médiatique. Salon de l'agriculture pour 2015, il s'agit de mettre l'accent sur l'investissement, mais précisément dans le secteur agricole. Ces innovations vont permettre d'éplucher le thème de l'édition 2015, la promotion de l'investissement agricole durable en Côte d'Ivoire. L'organisation du Salon d'agriculture et des ressources animales est une occasion idéale pour les décideurs, les promoteurs, les opérateurs économiques et les consommateurs de se retrouver pour échanger en vue d'apporter les meilleures réponses aux besoins du secteur et aux attentes donc des populations. J'invite chacune et chacun à œuvrer dans une synergie d'action pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et dans notre sous-région. La reprise du Sahara devrait être l'un des moyens de repositionner durablement la Côte d'Ivoire comme la vitrine agricole de la sous-région. Pour cette vitrine, 9 pôles seront constitués, c'est-à-dire des espaces pour mieux valoriser les parties prenantes au Sahara 2015, les districts, les entreprises internationales, les produits présentés par les coopératives, les semenciers, le potentiel en élevage, l'industrie locale, le potentiel forestier, enfin tous ceux qui gravitent autour du salon. Le Sahara 2015 aura un invité de marque, le Maroc, pour son savoir et son savoir-faire en la matière. La campagne cacao 2014-2015 a été officiellement ouverte à Divo. Les acteurs de la filière ont été invités à respecter le prix garanti aux producteurs et aussi à faire de la qualité du produit une préoccupation majeure. Commentaire Chantal Eouma Kanda. Dans la région du Lodjibois, dont la délégation du café et du cacao comprend aussi les localités de Tia-Salé et de Taabo, ce sont environ 10% de la production nationale du cacao qui est collectée. Pour encourager les producteurs à maintenir le cap et améliorer leurs performances, la délégation a décidé de démarrer la campagne de cette année en récompensant les meilleurs d'entre eux. Ainsi, des produits phytosanitaires et des outils modernes de cueillette ont été remis aux meilleurs paysans. Le délégué régional du conseil, Daouda Ndiaye, a demandé aux coopératives de se rapprocher des notaires désignés par le conseil afin de régler définitivement toutes les questions liées à leur existence juridique. Pour l'heure, très peu de coopératives dans la région ont effectué les démarches pour la régularisation de leur situation. Pour la campagne principale, le prix fixé est de 850 francs le kilogramme bord-champ pour le cacao, bien séché et bien fermenté. Ce prix représente 60,25% du prix CAF. Les paysans, pour leur part, sont revenus sur 2 questions qui les préoccupent. Il s'agit du mauvais état des pistes villageoises. En raison de leur impraticabilité, de nombreux produits restent et pourrissent dans les plantations. Et la question de la sécurité avec la campagne coïncide bien souvent avec la recrudescence des attaques des coupeurs de route. Le préfet du Lodjibois, préfet de Divo, Joseph Pandro, a promis de faire l'état des lieux. Il a invité les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et il a souhaité que la sécurité soit l'affaire de tous pour assurer ainsi une bonne campagne aux producteurs de la région du Lodjibois. Des élections dans un climat de paix, c'est l'objectif que veut atteindre le PNCS et le Conseil constitutionnel. La directrice du Programme national de cohésion sociale et le président du Conseil constitutionnel ont échangé sur l'organisation du scrutin en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Victorine Yaoyoboué. Échange de documents entre les professeurs Francis Vangavodier et Mariatou Kone. Par ce geste, le Conseil constitutionnel et le Programme national de cohésion sociale, PNCS, se donnent la main en vue de contribuer à des élections apaisées et régulières en Côte d'Ivoire en 2015. Parmi les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion nationale, il y a surtout ce qui nous amène ici aujourd'hui. Il s'agit donc à travers notre démarche de voir quelle synergie il est possible de développer entre le Conseil constitutionnel et le PNCS pour parvenir à des élections qui consolident la paix et renforcent la cohésion sociale. Si la société est homogène, si elle est pacifiée, les risques et les motifs de conflit
s'en trouve réduit. Et au bout, on pourrait de manière idéale assister à cette situation où les élections ne donnent lieu à aucune contestation et partant à aucun contentieux. Il est donc heureux que nous puissions amorcer cette coopération dont je viens de souligner la nécessité. Une commission mixte sera mise en place pour assurer le suivi de cette collaboration. Le président du Conseil constitutionnel annonce même un séminaire fin octobre qui devrait réunir toutes les parties prenantes dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'Intérieur et la commission électorale indépendante. Ce sera l'occasion pour tous ces acteurs de réfléchir aux dispositions à prendre afin d'éviter une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est justement dans le cadre de cette crise post-électorale que les assises d'Abidjan s'ouvriront demain mercredi pour analyser les dossiers de 89 personnes poursuivies pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, dont celui de l'ex-première dame Simone Ehouvé Gbagbo. Et sachez que le Conseil national de la presse observe la publication récurrente dans les journaux de déclarations erronées de personnes à travers des titres mis entre guillemets. Le CNP rappelle que l'usage des guillemets exige impérativement la retranscription exacte et fidèle des propos tels que tenus par leurs auteurs et proscrit toute reformulation ou paraphrase. Aussi, le CNP informe-t-il les directeurs de publication et les journalistes que toute transgression de cette prescription déontologique relève d'une manipulation de l'information qui expose ces auteurs aux peines prévues par la loi. Et c'est un communiqué signé Raphaël Lacbé, président du CNP. Dans le domaine de l'éducation, l'ONG Action pour le développement et la protection de la famille soulage les élèves de la région du Tonkpi et leurs parents en cette rentrée scolaire. Ce sont 3000 kits scolaires qui ont été remis aux enfants des familles démunies, nous dit Mamadou Kwasi. 3000 kits scolaires d'un montant de 16 millions de francs CFA pour les élèves des familles démunies de la région du Tonkpi. Le don est de l'ONG Action pour le développement et la protection de la famille. Un geste qui vient soulager les parents d'élèves en cette période de rentrée des classes. L'État il apporte des kits, mais les kits ne sont pas suffisants. Raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner les populations à pouvoir vraiment prendre en charge les enfants. Il y a d'autres qui fréquentaient sans les livres, ils n'utilisaient que des cahiers seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes comblés parce que chacun des élèves aura quelque chose. Pour l'occasion, c'est le village de Ironguéné, situé dans le département de Biankouma, qui a constitué le top départ de la caravane qui va sillonner les 10 villages de la région du Tonkpi. L'école est l'un des secteurs les plus éprouvés dans cette partie de la Côte d'Ivoire, du fait des différentes crises qu'a connues le pays. En plus, les parents d'élèves éprouvent d'énormes difficultés à assurer les fournitures scolaires des enfants. Ces dons de l'ONG ADPF arrivent comme une bouffée d'oxygène pour ces parents d'élèves. Ils ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant de prendre l'engagement de suivre le rendement des élèves pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Et pendant cette rentrée scolaire, la région de la Bagoué a reçu un appui de taille. Le conseil régional vient de faire don d'équipements, de tables bancs et de mobilier de bureau à la direction régionale de l'éducation nationale et à plusieurs établissements de cette région. Commentaire, Eugène Atoubé. C'est un appui considérable pour la bonne marche de l'école dans la région de la Bagoué. Des tables bancs et du mobilier de bureau offerts à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Un don du conseil régional de la Bagoué. Le sous-préfet de Boundiali, représentant le préfet de région, a reçu le bon de sortie de ces équipements des mains de Bamba Siama, le président de cette structure décentralisée. Le conseil régional de la Bagoué, dont l'une des composantes est le développement des infrastructures scolaires et éducatives dans les départements de Kouto, Tengrela et Boundiali. Nous avons remis des salles de classe réhabilitées, des logements construits et des logements réhabilités. C'est pour vous dire que nous sommes conscients que le développement passe par l'éducation. 3 classes embellées dans le département de Tengrela, autant à Mahalé et Bladjemé, respectivement dans les départements de Tengrela et Kouto. Toujours au plan éducationnel, le conseil régional de la Bagoué a doté plusieurs villages de logements de maîtres et les clés remises aux populations. Ce sont Mahalé et Tumboli dans la sous-préfecture de Kasseri. Des actions qui n'occultent pas l'urgence dans cette région en matière d'éducation et dans les autres domaines du développement, notamment celui de la santé.
Un centre de santé entièrement rénové vient d'être livré aux populations de San, un village de 3000 âmes dans le département de Tengrela, ainsi qu'à Ganaoni. Une réponse aux besoins des populations de la région de la Bagoué d'avoir accès aux structures sanitaires, encore objet d'une quête permanente. Ce volet du développement du progrès constitue l'une des préoccupations majeures dans la région de la Bagoué. Des tables, bancs et des kits scolaires pour les élèves de Grand Bassam, un geste de la mairie pour soutenir les populations. Les associations intervenant dans les actions de développement et de lutte contre l'insalubrité dans la commune ont reçu également des chèques pour mener à bien leurs activités. Commentaire Serge Gongomé. Au cours de cette rencontre avec les différentes organisations de la société civile, ONG et Fédération de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, maire de la commune, les a exhortés à s'impliquer davantage dans les actions d'entretien et de modernisation de la ville. Georges-Philippe Ezalé, outre les exhortations, a agi en remettant des chèques aux associations travaillant sous le contrôle de la mairie pour le bien-être des Bassamois. Chacune de ces associations a reçu 2 500 000 francs CFA et les CGQV, c'est-à-dire les conseils de gestion des quartiers et villages, ont eux bénéficié d'un chèque de 5 millions de francs CFA pour la coordination de leurs activités et la lutte contre l'insalubrité dans les quartiers. Le maire a également offert des tables bancs et des prises en charge à la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La Fondation Cissé Maquette, une structure intervenant dans le social, a pris part à la rencontre pour apporter un soutien aux actions de la mairie en faisant un don de kits scolaires aux élèves des écoles primaires de la ville de Grand Bassam. Face à ce geste de soulagement du maire et de son conseil municipal, les populations ont exprimé leur gratitude. Des prestations artistiques ont agrémenté cette rencontre de soutien aux populations. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut se doter d'un document stratégique de référence pour la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs du secteur étaient réunis en atelier en vue de valider ce document de référence qui devrait améliorer la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Victorine Yaoyoboué. Plusieurs raisons expliquent les difficultés dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Citons l'insuffisance des ressources financières, l'organisation peu professionnelle sur le terrain, les difficultés d'accès aux technologies propres, sans oublier le comportement très peu éco-citoyen des populations. C'est fort de ce constat que le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a décidé de se doter d'un document de référence pour améliorer cette gestion des déchets. Le ministère nous a instruit à l'effet de produire ce document de stratégie afin d'orienter donc la gestion des déchets sur la période 2015-2020. Ce que nous proposons dans le cadre de cette stratégie, c'est qu'il faut des moyens de mobilisation de ressources additionnelles à côté des ressources de l'État pour pouvoir donc assurer la pérennité dans la gestion de ces déchets de façon à ce que les opérateurs économiques ne se plaignent pas à tout moment. Nous avons un challenge aussi à jouer dans ce secteur parce que les déchets ne sont pas seulement que des nuisances. Il s'agit d'une matière première secondaire qu'il faut valoriser. Donc c'est une opportunité d'affaires et nous souscrivons effectivement à cette organisation qui se fera à travers cette stratégie nationale. Outre l'élaboration du document stratégique de gestion des déchets 2015 à 2020, le ministère de l'Environnement a proposé un projet de décret relatif à la gestion des déchets et aux équipements. L'application de ce décret au dit des spécialistes ouvrira la voie au recyclage et à la valorisation des déchets dans une perspective de création d'emplois verts. Bientôt, plus de 12 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant cette opération, le Programme national de lutte contre le paludisme mène une vaste campagne de dénombrement des ménages. Le top départ a été donné à Tiasalé. L'objectif est clair, inviter les populations à se faire enregistrer en vue de recevoir des moustiquaires. Commentaire Noussangaré et Abou Sanogo. Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et 50% de pertes de revenus agricoles sont dues au paludisme.
Cette pandémie est la première cause de consultation dans les centres de santé avec un taux de 43%. En vue de faire face à ce fléau, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a décidé de distribuer gratuitement plus de 12 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. En prélude à cette distribution, le programme national de lutte contre le paludisme mène une campagne de dénombrement sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est d'amener la population à se faire enregistrer en vue de recevoir des moustiquaires. Ce sont au total 15 régions sanitaires qui bénéficieront de ces moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dont la distribution se fera très prochainement. Cette campagne de dénombrement qui a débuté le 6 octobre dernier prendra fin le 24 octobre prochain. Et dans le cadre de la lutte contre le sida, un atelier de validation du plan opérationnel 2014-2015 de la région sanitaire du Boclé, de la Nawa et de San Pedro s'est ouvert récemment. En clair, il s'agissait de sensibiliser les populations. Commentaire Honorine Aingori. Valider le plan opérationnel régional 2014-2015 de lutte contre le sida, c'est l'objectif qui a réuni les 3 comités des régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa. Cet atelier qui vise à valider le cadre institutionnel d'action régionale pour une meilleure gouvernance et une meilleure coordination de la lutte multisectorielle dans ces régions s'est déroulé en 2 sessions, à savoir la session plénière et la session des travaux de groupe. À l'instar de la session plénière qui a consisté à la cérémonie d'ouverture et de clôture, la session des travaux de groupe a été marquée par la présentation de l'ensemble du document. Cette présentation, faite par le district sanitaire de San Pedro, a porté sur les axes d'intervention et les domaines d'action. À la suite de cette présentation, se sont déroulés des échanges qui ont permis aux différents groupes de travail de réviser les informations et le document. Au terme de ces travaux de groupe, des amendements ont été intégrés et le document a été harmonisé. Le plan est certes élaboré, mais sans ce financement, il ne pourra pas être opérationnel. Donc l'appel que je vais lancer, c'est à l'endroit des partenaires financiers, mais des structures locales et des entreprises installées dans notre région. C'est à l'unanimité qu'a été validé le plan opérationnel régional 2014-2015. Autre maladie qui fait beaucoup de victimes en ce moment en Afrique de l'Ouest, c'est Ebola. Aucun cas en Côte d'Ivoire, mais le pays sensibilise toujours sur les mesures préventives. À Soubré, les prestataires de santé et les leaders de communauté du département ont été formés sur la maladie. Honorine Aingori. Ce séminaire de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de la prévention contre la fièvre à virus Ebola. Les participants sont des agents de santé, des leaders de communauté et des volontaires de la Croix-Rouge. Au dire du coordonnateur de Médecins du Monde à San Pedro, Cheikh Doufa, au sortir de cette formation, les séminaristes doivent transmettre la formation reçue aux populations. Ils ont été sensibilisés sur le strict respect des règles de prévention, notamment le lavage des mains, l'interdiction de consommer de la viande de brousse et les bonnes pratiques d'hygiène. Durant 4 jours, les séminaristes ont été instruits sur les origines, les modes de transmission, les moyens de prévention, les signes d'alerte, les cas d'alerte et les cas suspects ou confirmés de la fièvre à virus Ebola. Le directeur départemental de la santé, le Dr Raphaël Ndri, s'est réjoui de cette formation qui va permettre au personnel de la santé de faire face à toutes les situations. Et la fièvre hémorragique Ebola a fait 4 555 morts sur 9 216 cas enregistrés dans 7 pays, principalement le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, mais aussi le Nigeria, le Sénégal, l'Espagne et les États-Unis. Pour lutter contre Ebola, l'UE promet un effort accru alors que l'épidémie a été éradiquée au Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier la fin officielle de l'épidémie au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, en visite de prospection à Daloa, Séguéla et Man. Première étape de cette mission de 10 jours, la découverte des pierres sacrées de Bablota et la roche éléphant de Brisé-Bois, située à une 40aine de kilomètres de Daloa. Patricia Oumou pour plus de détails.
La région de la Maraoué présente un nouveau site touristique, les pierres de Bablata, localité située à quelques kilomètres de Boisflé. Des pierres sacrées qui ont une signification et une histoire. L'histoire des rochers de Bablata date d'un peu longtemps, de la guerre tribale entre les bourreaux. Et chaque fois qu'il y avait cette guerre-là, c'est ces rochers-là qui annonçaient à la population de Bablata que les ennemis arrivaient. Tous les cailloux se transformaient en guerriers. C'est ainsi que est née cette histoire de rochers que nous adorons. Ce site va désormais constituer l'attraction touristique de la région. L'ambition est de le mettre en valeur par la construction de bungalows et de paillotes. Le projet consiste à créer un restaurant sur le site, sinon un complexe, puisque le projet va comporter un restaurant, des chambres d'hôtel, des bungalows et puis un centre artisanal. Donc c'est l'escale obligatoire que nous voulons créer pour tous les voyageurs qui passent sur l'axe Yamsokro-Daloa. Projet soutenu par le ministère du Tourisme. Autre étape de cette mission, la découverte de la roche éléphant dans le village de Brisebois. Cette roche en forme d'éléphant est le symbole d'un éléphant tué par les ancêtres du village et qui par la suite s'est transformé en pierre. Pour Roger Kakou, il existe des opportunités à exploiter dans la région du Haut-Sassandra. Dans l'actualité sportive, la CAN Dames se joue en Namibie. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale. Le défi reste à venir à bout du Cameroun et s'offrir une première finale. Touré Clémentine et son groupe ne veulent négliger aucun détail à 24 heures de la rencontre. Hier, elles ont eu une séance d'entraînement. Anne-Marie Nguessan, notre envoyé spécial. La sélection nationale prépare activement cette demi-finale de la CAN féminine face au Cameroun. Les joueuses appliquées essaient de suivre à la lettre les consignes du sélectionneur Clémentine Touré. Celle-ci, attentive, est prompte à les recadrer. Quel doit être le comportement des Pénans? Est-ce que c'est derrière ici Pénans doit se retrouver? Pénans, tu dois être où? Elle a le ballon ici. Alors c'est là que tu te trouves. Et puis un jour là pour toi, on avance. Loïs, qu'est-ce que tu as dû faire? Loïs demande. Ok. Est-ce qu'on n'avance pas? Tous les secteurs, défense, milieu et attaque, sont revisités. Nous avons mis l'accent sur le collectif. Toute la préparation a été portée sur le collectif et surtout au niveau mental parce que jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la différence se fait au niveau mental. Et donc à ce niveau, il faut donner un moral fort aux enfants et jouer sans crainte, sans peur. Les joueuses conscientes de l'enjeu mettront tout en œuvre pour bien jouer leur partition ce mercredi devant le Cameroun. Les coachs ont mis des dispositions en place et on va essayer de respecter ça lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire. On n'a pas peur. Seulement d'être concentré, de rester concentré sur le terrain et d'appliquer ce que les coachs vont nous demander de faire. Depuis la Côte d'Ivoire, c'était déjà notre objectif d'être en demi-finale et maintenant grâce à Dieu, nous avons obtenu. Donc nous allons encore pour la finale encore. Nous visons encore la finale. Le premier objectif qui était de passer le premier tour étant atteint, on peut s'en fixer d'autres. Nous voulons vraiment participer à la Coupe du Monde et c'est là notre prière. Nous demandons à nos parents ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire de nous soutenir dans la prière. Nous voulons vivre ce rêve et nous pensons que nous pouvons y arriver avec votre aide et vos prières. Après cette débauche d'énergie, les éléphants dames quittent allègrement le stade de la Fédération namibienne pour rejoindre leur hôtel. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.